Aujourd'hui, j'ai le goût d'aborder avec vous un sujet sur, en fait, la formation continue. Formation continue des professionnels de la santé et à quel point c'est enrichissant, mais à quel point, des fois, ça peut être aussi perturbant. Je vais aller jusque-là. Si vous avez écouté d'autres capsules, vous m'avez déjà peut-être entendu parler d'un comité, en fait, je ne suis même pas certaine du nom officiel, une espèce de regroupement au fond de différentes personnes, donc de différents milieux, donc oui, des professionnels de la santé, mais autant en clinique, en santé publique, des représentants du ministère, puis quand je dis professionnels de la santé, pas uniquement des nutritionnistes, là, kinésiologues, infirmières, psychologues, j'en oublie sûrement. Je sais qu'il y avait des pédiatres aussi, un endocrinologue, je crois, mais aussi de différents organismes aussi liés à la problématique du poids ou reliés aux différents formats corporels. Et il y avait aussi des représentants de la communauté grosse, tels que les individus lors de ces rencontres-là souhaitaient être identifiés. Et dans ces rencontres-là, donc on a eu quand même 3 rencontres de 3 heures, donc ce matin était la dernière rencontre de 3 belles rencontres d'échange où est-ce que justement, non seulement le respect, mais l'ouverture d'esprit était de mise parce qu'on arrivait chacun avec une expertise, un chapeau différent pour échanger justement sur la problématique du poids. Puis juste ça en tant que tel, là, c'était pas dénoncer la problématique du poids. Il faut savoir que présentement, il y a quel serait le bon terme? Il y a vraiment différentes perceptions, différentes opinions sur la place du poids dans les messages de santé publique, la place du poids dans la santé. Et je vous disais en début de vidéo que je voulais aborder la formation parce que en fait, ce matin, je ne mentirai pas, j'ai vraiment appris 2 nouveaux termes que j'avais jamais entendus. Je suis un peu, je l'avoue, j'ai un petit peu de gêne associée en ce sens que je n'avais jamais entendu parler de ces termes-là au sein de la communauté grosse. Puis en fait, je serais curieuse de savoir si vous connaissez ces termes-là, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Donc, dans l'espèce de continuum des personnes grosses, on parle de small fat et de infinity fat. Je vais juste infini gros en français et des petits gros en traduction libre. Donc, il y aurait au fond dans le groupe, dans la communauté des personnes grosses, des sous-segmentations. Donc, au fond, que le groupe ne serait pas du tout homogène. Bon, qu'un groupe de personnes ne soit pas homogène, au fond, je suis la première à le dire. Et juste pour être spécifique, ce n'est pas parce que quelqu'un est médicalement catégorisé comme étant gros ou obèse que cette personne-là doit ou devrait perdre du poids. Ça, pour moi, c'est très, très important. Mais au-delà de ça, qu'au sein de la communauté, on reconnaissait auprès de soit, je ne sais pas si le mot activiste ou ambassadeur est tout à fait le bon terme, mais qu'il y avait les personnes de type small fat et infinity fat, donc qui pourraient être décrits comme des personnes qui portent par exemple du 6X et plus. Donc, ils ont des difficultés, entre autres, de s'habiller, même dans les magasins de type spécialisé. Pourquoi je vous parle de ça? Ben oui, en termes de formation, pour moi, ça a été... Je ne savais pas qu'il y avait des subdivisions. Je dois admettre que ça m'a surpris dans un contexte où est-ce qu'on parle beaucoup plus, pas encore assez, mais de diversité corporelle, d'acceptation. Mais ce qui m'a... Je ne sais pas si le mot choqué ou surprise était en lien avec le fait que les small fat, donc les petits gros, n'avaient peut-être pas la même légitimité pour parler de grossophobie. Donc, je vais essayer de donner un exemple concret. Quelqu'un qui aurait par exemple un IMC là, de 30, 31, 32, ou même indépendamment de l'IMC, mais tout dépendant au fond de comment
de comment le corps est fait, comment il est réparti. Par exemple, si vous connaissez la mannequin Ashley Graham, qui est une top model considérée de taille plus, est considérée comme une small fat, donc comme une petite grosse. Oh mon Dieu, ça sonne drôle en bouche. Et apparemment, le fait que j'ai de la misère à utiliser ce terme-là révélerait une grossophobie internalisée. Hein? Ça aussi, j'ai appris ça. Je suis encore en train d'essayer de me faire une tête par rapport à ça. Donc, je serais, si j'ai bien compris les explications, quelqu'un de grossophobe parce qu'entre autres, je pratique une approche centrée sur le poids. Puis j'espère avoir bien compris les explications parce que je suis encore moi-même, en tout cas, j'ai encore de la misère vraiment à m'identifier comme quelqu'un de grossophobe, mais apparemment, je le suis. Parce que j'utilise une approche, entre autres, centrée sur le poids, c'est-à-dire que j'utilise le poids comme l'un des facteurs que je vais suivre en consultation individuelle pour quantifier ou parfois qualifier l'évolution de la santé. Puis je tiens quand même à mettre l'accent sur un des facteurs parce que pour tous ceux avec qui je travaille de façon individuelle, j'ai toujours eu l'impression vraiment de ne pas mettre l'accent sur uniquement le poids, même que certaines d'entre vous m'avaient entendu utiliser pas toujours des mots politically correct pour l'importance de la balance et la fréquence à laquelle vous devriez vous faire peser, ou vous pesez vous-même. Mais juste le fait que je note le poids contribuerait à la stigmatisation des personnes grosses, des personnes vivant avec de l'obésité ou qui souffrent de leur obésité. Là-dessus, je dois dire que je suis encore... peut-être que c'est moi sur la défensive, puis je vais l'admettre en toute transparence. Ça se peut. Ça se peut que ce soit moi sur la défensive, mais j'ai le goût de comparer l'approche centrée sur le poids à une approche... Moi, j'ai travaillé longtemps aussi en diabète de type 2. En diabète de type 2, pas du tout la même chose que le diabète de type 1, mais le diabète de type 2 qui est grandement influencé par les habitudes de vie. Pas uniquement, mais il y a quand même un lien assez fort entre les deux. Et j'utilisais comme l'un des facteurs ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, HbA1c, ou encore hémoglobine glycolysée. En termes un peu plus de qu'est-ce qu'elle parle la madame, l'hémoglobine, molécule qui se promène dans le sang, qui transporte entre autres l'oxygène, mais c'est aussi le petit taxi du sucre. Donc au fond, le sucre n'est pas juste lousse, barboté dans le sang, il est attaché à l'hémoglobine et il y a un dosage sanguin, donc par prélèvement veineux, qu'il est possible de faire et qui nous donne la moyenne du sucre pendant 3 mois. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de la glycémie capillaire, hein? Les petites machines, là, soit qu'on se pique le bout du doigt, ou maintenant il y a des nouvelles générations là, où est-ce qu'on peut tout simplement faire une espèce de swipe up, là, juste de passer la machine proche de son bras sur un capteur, et ça nous donne l'indication là, tout de suite, maintenant, quel est mon taux de sucre dans le sang. Par rapport à l'hémoglobine glyquée dont je vous parlais il y a un instant, qui nous donne vraiment la moyenne des 3 derniers mois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, quand je travaillais en diabète à l'époque, j'utilisais entre autres l'hémoglobine glyquée comme l'un des facteurs pour voir au fond l'impact de mon intervention en nutrition, à savoir, ben, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Là, je vais tourner certains coins ronds parce que ce n'est pas un cours de diabétologie 101, mais bien, grosso modo, une hémoglobine 7% et moins, parce qu'il s'agit d'un pourcentage, 7% et moins, on est dans la bonne direction, 7% et plus, on augmente le risque de certaines complications, autant macrovasculaires que microvasculaires.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, lorsque mon hémoglobine est en haut de 7 bien, c'est comme si j'avais du papier sablé qui me passait dans les artères, qui me passait dans les veines. Et plus le chiffre est élevé, bien, plus le grain il est méchant, il est tough. Quand on fait la petite rénovation à la maison puis qu'on est en train de sabler un mur, hein, le papier sablé, il en existe différentes sortes. Donc, plus l'hémoglobine est élevée, plus le papier sablé il est rough puis il graphine. Donc, vous aurez compris que plus c'est élevé, bien, plus ça risque de faire du dommage. Macrovasculaire, c'est quoi ça? C'est les gros vaisseaux qu'on a dans le corps, dont le cœur. Donc, oui, lorsqu'on a un diabète mal contrôlé, un contrôle sous-optimal, donc l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7, bien, une des complications possibles est d'avoir des problèmes cardiaques. Au niveau microvasculaire, on parle des complications dans les tout petits vaisseaux. Donc, ça peut être, entre autres, ce qu'on appelle la complication du pied diabétique, de perdre, entre autres, la sensibilité au niveau des pieds. Au niveau des yeux, vous avez peut-être déjà entendu parler de cécité, là, donc la perte de la vue au niveau des yeux, ce qui peut être une complication du diabète. Les AVC, messieurs, quand on parle de petits vaisseaux et donc de capacité à maintenir et atteindre une érection, bien, si les petits vaisseaux ont été scrapés au papier sablé élevé, bien ça aussi, donc dysfonction érectile chez messieurs peut être une des complications. Donc, comme nutritionniste, lorsque je travaillais en diabète, ben oui, un des chiffres que je regardais quand j'avais accès à l'époque là, à mes données laboratoires directement à l'ordinateur, avant que la personne arrive, je prenais le temps de vérifier quelle était l'évolution de l'hémoglobine glyquée, bon, quand est-ce que je l'ai vu la personne la dernière fois, quels objectifs on s'est fixés, puis de dire, bon, ben, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Quand la personne rentrait dans mon bureau, j'allais la chercher dans la salle d'attente. Ben, quand la personne s'assoyait dans mon bureau, la première chose que je disais, c'était pas « Hey, l'hémoglobine glyquée sous-optimale, ça va pas pantoute ton affaire. » Ben non, parce que ça fait partie des facteurs, mais en tant qu'intervenante, ben, ce qui est la base pour moi, c'est l'individu qui est assis devant moi. Souvent, ma première question, c'est « Comment ça va? » Puis ensuite, OK, mais maintenant, comment ça va pour de vrai? Parce que la première réponse, ça va. Oui, comment ça va? Puis comment se sont passées les dernières semaines? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Est-ce qu'il y a eu des changements là, importants dans ta vie? Donc, le premier aspect de discussion à l'époque en diabète n'était pas l'hémoglobine glyquée. Puis c'est là que quand on associe à la limite ma pratique ou que moi-même, en fait, j'identifie ma pratique à une approche centrée sur le poids, même si mon approche, justement, j'utilise le facteur du poids pour évaluer ma propre intervention, à savoir est-ce que je fais les choses correctement, bien, la personne qui rentre dans le bureau, je commence avec les mêmes questions, à savoir comment est-ce qu'elle va, comment elle se sent, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a été plus difficile. Bien souvent, je ne poserai même pas la question sur le poids. En tout cas, pas à toutes les rencontres, assurément. Souvent, la personne va peut-être me le dire d'emblée, mais je n'accueillerai jamais quelqu'un en lui nommant sa classe d'obésité. « Hey, bonjour, obésité classe 3 avec comorbidité associée. » Ben non, je ne fais pas ça. Puis si un jour je fais ça, ben mon Dieu... shoot me someone, je veux dire, enlevez-moi mon droit de pratique, ça n'a pas de bon sens. Puis je vois pas en fait comment j'ose croire qu'aucun professionnel de la santé fait ça. J'ai encore peut-être un peu de naïveté ou d'espoir, je sais pas trop. Mais d'utiliser le poids comme étant un des facteurs à savoir comment l'intervention se passe, je considère encore que c'est un bon indicateur qui ne révèle pas de tout. Parce que, justement, ce n'est pas parce que la personne perd du poids que tout va bien, au contraire. Mais, je vais vous donner un exemple concret. J'ai le privilège d'accompagner quand même quelques personnes, quelques individus dans leur préparation en vue d'une chirurgie. Donc, des fois, la personne est déjà convaincue qu'elle veut la chirurgie. Parfois, au contraire, j'ai du monde qui prennent rendez-vous avec moi en disant « Je t'inscris sur la liste, mais j'espère vraiment ne pas en avoir besoin. » Puis, on amorce un travail ensemble. Mais même si c'est pas la perte de poids à tout prix qu'on recherche, si j'ai commencé une intervention avec quelqu'un il y a 6 mois,
puis que la personne a pris 50 livres, ben à quelque part, je fais une job de merde. J'aide pas la personne correctement. J'ai peut-être pas choisi la bonne approche, le bon type d'intervention parce que, ben, à quelque part, il y a plusieurs façons d'agir avec une personne. Puis c'est mon rôle d'intervenante et de toutes les intervenantes, au fond, chez Nutri-Sans-Chichi, c'est juste que là, je vais parler au jeu parce que je sais pertinemment comment je fonctionne, mais je vais remettre en question l'approche que j'ai choisie, le type d'objectif qu'on s'est fixé. Est-ce que, justement, les défis étaient trop élevés, pas assez élevés pour la personne? Mais oui, le poids va devenir quand même un indicateur. Je vais demander à la personne comment elle va aussi dans ces changements-là. Est-ce qu'ils ont été apportés ou pas? Et si pas, mais pourquoi? Il y a quelque chose que moi, comme intervenante, je n'ai probablement pas été capable de saisir correctement. Donc, je ne suis pas en train d'accuser la personne qui n'a pas réussi à perdre du poids, que c'est de sa faute. Mais je suis, puis là, je vais reprendre un des termes que j'ai adoré lors de l'échange, entre autres, de ce matin, là, avec le groupe de discussion dont je vous parlais, ça a failli pas passer auprès de... Parce qu'on était appelés à voter aussi. Et j'adorais cette expression-là, pourtant, moi. Déculpabiliser sans déresponsabiliser. Donc, déculpabiliser sans déresponsabiliser. Pour moi, c'est le cœur de l'intervention. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une culpabilité excessive. Ça ne sert à rien, justement, là, de se flageller puis de se dire qu'on n'est pas bon puis qu'on ne réussit pas. Ça ne mène absolument à rien. Hein, il y en a une couple que je dis, à quoi ça sert de peser 1 à 2 fois par jour? Est-ce que ça t'aide réellement à augmenter ton désir d'améliorer tes habitudes de vie? Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il y a une part de responsabilisation, d'action qu'on peut entreprendre? Bien, certainement. Donc, pour moi, c'est le type d'affirmation que je trouve essentiel, en fait, dans la pratique. Donc, de déculpabiliser sans déresponsabiliser. J'ai le goût de vous partager aussi. Ça va faire 4 ans? Ça va faire 4 ans que je suis formellement clinicienne. 3 ans et demi. 3 ans, on va y aller pour 3 ans. Que je suis clinicienne avec les cliniques Nutri-Sans-Chichi, parce que j'ai un bagage aussi là, en santé, dans le réseau de la santé publique. Ça va faire 3 ans et demi. Et selon vous, combien de fois j'ai pesé des clientes dans le bureau? Je ne sais pas si vous avez peut-être une idée. Puis là, bon, en le disant, là, malheureusement, la personne va se reconnaître parce qu'en fait, c'est arrivé une seule fois en 3 ans et demi que j'ai pesé quelqu'un dans le bureau. Et c'était à la demande de cette personne-là. Puis pourquoi j'ai dit oui à la demande? Parce qu'on va s'entendre que la plupart ont des balances à la maison. Pourquoi j'ai dit oui à cette personne-là? Ben, c'est parce que cette personne-là s'apprêtait à aller voir son médecin de famille et en fait ne voulait pas se faire peser parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'elle ne s'était pas pesée. On avait travaillé énormément ensemble sur les habitudes de vie, sur justement la relation à la nourriture et notre bon vieux pentomètre, les vêtements étaient suffisants pour... On avait décidé de ne pas objectiver avec le poids d'un commun accord. Mais cette fois-là, la personne m'a demandé, écoute Evelyne, je vais aller voir mon médecin de famille, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, puis j'ai pas le goût d'avoir la surprise du chiffre qui va apparaître. Est-ce qu'on pourrait me peser ici? Et c'est la seule fois que j'ai pesé quelqu'un en clinique. Alors, oui, j'ai une approche centrée sur le poids. C'est ma position à l'heure actuelle. On est en 2021. Je crois formellement à la nécessité et au devoir de chaque professionnel de se maintenir à jour par la formation continue, de continuer d'apprendre, de continuer à se poser des questions, à se mettre à jour sur les nouvelles données probantes. Mais oui, en 2021, je considère encore que d'utiliser le poids comme étant l'un des facteurs, c'est bénéfique. C'est ma position, mais
tout en étant bienveillante, donc en voulant le bien de notre clientèle, je pense que c'est tout à fait possible de réconcilier ces deux visions-là. Et bien évidemment, ça fait 20 minutes que je parle maintenant et tout ça pour dire que je partais avec la question sur... je vais finir avec la question initiale, à savoir, vous, comment vous voyez ça, la division dans la communauté grosse, à savoir les small fat et les infinifat? Est-ce que c'est une nomenclature qui vous parle? Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire? Est-ce que justement, est-ce qu'au fond, toute personne a le même droit ou les mêmes qualificatifs pour parler de stigmatisation et de grossophobie? N'hésitez pas à commenter, je serais curieuse. Donc oui, évidemment, j'ai parlé avec des collègues sur ce sujet-là, mais vous, très chère clientèle, vous êtes le pouls, vous êtes une source d'informations inouïe. Puis moi, j'adore continuer d'apprendre avec chacun et chacune d'entre vous à tous les jours là, en consultation. Bref, j'espère continuer d'apprendre autant de vous et de pouvoir continuer de vous accompagner dans votre démarche. Puis n'hésitez pas à aller écrire en commentaire là, votre point de vue sur le sujet. Alors sur ce, bonne journée!